Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semences pour ce nouveau numéro de Semences Mag. Alors il ne vous a pas échappé que durant ce salon de l'agriculture et notamment dans les médias, on parle beaucoup en ce moment d'agroécologie. Alors on va essayer de vous expliquer ce que c'est vraiment l'agroécologie et comment le secteur des semences peut avoir un rôle à jouer, quelle est la place de l'innovation et comment on répond aussi aux attentes sociétales qui sont très nombreuses, de plus en plus nombreuses d'ailleurs. Alors pour parler de tout cela, je vous présente nos invités. Anne-Claire Vial, bonjour. Prenez votre micro, ça ira beaucoup mieux avec un micro. Bonjour. Voilà. Alors vous êtes, j'allais dire, double présidente d'Arvalis, l'Institut du Végétal, et présidente d'ACTA. Alors ACTA, en fait, fédère tous les organismes de recherche. Les 19 instituts techniques de recherche appliquée agricole français. Voilà, ça fait un peu de monde tout ça. Pierre Benoît-Joly, justement, vous êtes directeur de recherche à l'INRAE. On reparlera dans quelques instants de l'avis sur lequel vous avez travaillé. Antoine Messiaen, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant des co-innovations de l'INRAE. Alors vous m'expliquerez un peu ce que c'est que les co-innovations à l'INRAE. Et puis Gilles Robillard, vous êtes président de Terrinovia, justement, institut technique. Et vous, votre secteur, c'est plutôt les oléoprotéagineux. Bonjour à tous, oui, exactement, les oléoprotéagineux. Et on a de beaux exemples d'agroécologie à vous parler ce matin. Alors juste, vous savez que les gens qui nous regardent ne sont pas forcément des spécialistes de l'agriculture. Alors la question qu'on a dû vous poser des milliards de fois, c'est quoi les oléoprotéagineux ? Alors les oléoprotéagineux, ce sont finalement toutes les plantes riches en huile, donc oléagineux, et protéagineux, toutes les plantes riches en protéines. Alors, on va parler de l'avis qui a été rendu par le comité des enjeux sociétaux de SEMAE. Pierre Benoît-Joly, d'abord, ce comité des enjeux sociétaux, c'est quoi ? Alors c'est un comité qui comprend une douzaine de personnes, qui a été créé par SEMAE pour conseiller SEMAE sur les questions des enjeux sociétaux précisément. Donc ce n'est pas des représentants de la société, c'est plutôt des représentants de la recherche et des professionnels, mais également associations de consommateurs. Et on est là pour aider SEMAE à voir loin et donc sur des enjeux prospectifs. C'est pour ça que le premier avis qu'on a donné, on a voulu le poser sur la question des liens entre les semences et les enjeux des transitions agroécologiques. Alors, très concrètement, cet avis, c'est quoi ? Comment ça se présente ? Alors, comme ça, voilà, donc c'est une douzaine de pages assez denses, dont la lecture n'est pas forcément pour le grand public. En fait, les destinataires, c'est plutôt les professionnels dans leur ensemble. Alors, on va essayer de décrypter justement aussi pour le grand public. Bien sûr. Alors, d'abord, comme vous l'avez évoqué, il faut comprendre ce que c'est que l'agroécologie. Alors, pour le dire très simplement, et on va plus en détail dans l'avis, où on reprend en fait une définition qui est la définition standard du ministère de l'Agriculture, mais pour le dire simplement, l'enjeu de la transition agroécologique, c'est de passer de cultures qui sont dans des milieux qui ont été artificialisés à des cultures ou des systèmes de production qui vont bénéficier de toutes les fonctions écologiques du milieu. Donc, pour le dire simplement, c'est passer d'une agriculture intensive en produits chimiques à une agriculture intensive en connaissances biologiques. Alors, il y a un certain nombre d'enjeux, vous les avez déclinés dans cet avis. Expliquez-moi un petit peu ce qu'on peut trouver. Alors évidemment, même si on n'est pas spécialiste, quand on lit cet avis. Alors, le comité, effectivement, a essayé de décliner quels sont les enjeux principaux de transition agroécologique avant de positionner la semence par rapport à ces enjeux. Donc, il y a 4 grands enjeux. Le premier, c'est l'enjeu de la biodiversité. Le second, c'est l'enjeu des sols. Le troisième, c'est l'enjeu du rapport aux ressources. Et le quatrième, c'est la résilience. Donc, sur la biodiversité, c'est faire un usage intensif de la biodiversité et s'appuyer sur des paysages riches en biodiversité. On y reviendra parce que c'est quelque chose qui est central. Oui, comment on peut faire de l'intensif avec de la biodiversité ? Expliquez-moi, là, j'arrive pas à comprendre. Mais par exemple, en fait, aujourd'hui, on a le concept qui est un concept réglementaire d'infrastructure agroécologique. C'est quoi ? Ça veut dire que une production, elle sera d'autant plus efficace qu'elle est dans un paysage agricole hétérogène. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire remettre des haies. Ça veut dire avoir beaucoup plus de diversité de cultures sur un paysage. Ça veut dire faire des rotations plus rapides. Voilà, c'est un exemple, effectivement, de la biodiversité. Qu'est-ce qui se passe ? Dans les haies, je vais avoir des insectes, toute une faune qui va être très bénéfique aux cultures. Donc c'est vraiment jouer sur ces complémentarités. Et alors,
la biodiversité, c'est vraiment le fil rouge de cet avis, et il y a un certain nombre de composants, on va dire, de moyens pour y parvenir. Oui, alors on a essayé de distinguer les différentes dimensions de la biodiversité. La première, c'est la diversité qu'on peut trouver dans le cadre d'une espèce. Donc par exemple le blé, par exemple le maïs ou le soja, etc. Et donc ce qui est essentiel, c'est d'augmenter la diversité génétique dans le cadre d'une espèce. C'est quoi? C'est peut-être faire des messages variétaux, c'est avoir des variétés qui sont un peu moins homogène. Voilà, donc ça c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est la diversité interspécifique. L'histoire de l'agriculture, en fait, c'est la réduction du nombre d'espèces utilisées. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 5 grandes espèces qui représentent 80% de la production. Et donc aujourd'hui, on a besoin d'élargir le nombre d'espèces, ne fût-ce que, en fait, pour tout ce qu'on appelle les plantes de service, donc les plantes d'interculture qui vont jouer un rôle essentiel, en fait, dans la restauration des sols, dans l'entretien des sols. Donc du coup, on a vraiment besoin là de faire un effort sur les ressources génétiques et sur des espèces qui n'ont pas bénéficié des efforts suffisants. Et le troisième aspect, en fait, c'est la diversité qu'on peut trouver dans les relations entre les plantes et les micro-organismes. Depuis une trentaine d'années, en fait, on a considérablement changé notre représentation de ce que sont les micro-organismes, les microbiotes, les microbiomes, et on sait aujourd'hui que les interactions entre les plantes et les micro-organismes jouent un rôle essentiel. Par exemple, les mycorhizes, donc les champignons des racines. En fait, si on améliore les relations entre les mycorhizes et les plantes, on peut avoir des plantes qui ont une capacité de captation de l'eau qui est multipliée par 4, 5 ou jusqu'à 10. Donc, quand on voit les problèmes d'eau, effectivement, ces questions de relations entre les plantes et les micro-organismes sont essentielles. Voilà, donc c'est les trois éléments. Et ces trois éléments, en fait, dans notre comité, on a considéré que ça constituait le fil rouge de la façon dont il faut concevoir la transformation de l'activité semencière pour répondre aux enjeux des transitions agroécologiques. Si je vous comprends bien, si je vous écoute bien, finalement tout ça c'est une question de bon sens. Alors Moi je pensais que ça se réglait dans les laboratoires devant des ordinateurs à faire des courbes, des tableaux Excel, mais pas du tout, c'est juste du bon sens. Alors il y a beaucoup de bon sens aussi dans les laboratoires, n'est-ce pas? C'est pas forcément. Je ne dirais pas le contraire, surtout à côté d'Anne-Claire Vial. C'est pas forcément du mauvais sens, n'est-ce pas? Et donc, vous faites bien de dire ça parce qu'en fait, ce qui va être essentiel, c'est le couplage entre des recherches de laboratoire. En fait, quand on parle des microbiotes, on est vraiment dans les laboratoires avec des appareils de séquençage de transcriptomique de haut niveau, mais surtout, c'est les pratiques des agriculteurs. Et c'est le couplage entre les deux qui va être central. Alors, ce couplage n'est pas nouveau. Le progrès en agriculture a toujours été lié à cela, mais il va prendre de nouvelles dimensions. Antoine Messéan, la biodiversité, alors, dit comme nous l'a expliqué Pierre-Benoît Joly, c'est tout simple, c'est évident, mais finalement, vous me disiez tout à l'heure quand on préparait cette émission que c'était pas si simple que ça. Oui, le message, c'est qu'il faut mettre de la biodiversité dans toutes les pratiques agricoles. Alors, c'est une opportunité fantastique pour la filière semence, mais c'est un défi immense car ça requiert des changements institutionnels, organisationnels, scientifiques, techniques. Alors, pourquoi? Parce que le système des semences tel qu'on le connaît aujourd'hui, il s'est développé peu à peu dans la phase de modernisation de l'agriculture. L'objectif, c'était d'abord de produire. Donc il y a eu une focalisation importante sur le rendement, sur la résistance à des maladies et à la qualité. Mais en fait, quand on voit ces défis aujourd'hui, ces règles du jeu, donc les objectifs de sélection, la façon d'évaluer les variétés, l'organisation de la filière production et la diffusion auprès des agriculteurs, en fait, ces règles du jeu ne sont plus adaptées. Et comme le disait Pisani, cette politique, elle a été fantastique, elle a été très efficace, le secteur des semences. Mais c'est parce qu'elle a été efficace que le monde a changé. Et comme le monde a changé, alors il faut changer de politique. Alors il y a trois défis majeurs selon nous pour rebondir par rapport aux semences, pour arriver à la question des semences. C'est que le recours aux intrants, donc aux phytos et aux engrais, a permis de se focaliser longtemps sur le rendement, puisqu'en gros, les problèmes, on les traitait autrement. Et ça a permis aussi de développer des variétés adaptées à des zones géographiques très larges. Donc ça, c'était la situation actuelle. Or, l'agroécologie, c'est l'inverse.
C'est exactement l'inverse. Il faut adapter les systèmes de culture et les variétés à chaque situation C'est de la locale. microchirurgie au niveau agronomique? Alors, donc on voit bien que faire du cas par cas sur chaque exploitation, chaque système, c'est très différent de ce qu'on a fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Le deuxième aspect, ça c'est lié à la diversité, c'est qu'il faut sortir un peu des rotations qui ont été un peu simplifiées et surtout qui étaient fondées sur des cultures annuelles. Voilà, on cultive du blé, on cultive du colza, on cultive de l'orge en rotation. Or, la diversité qu'évoquait Pierre, c'est de nouvelles espèces, mais c'est aussi de nouveaux arrangements. Donc on fait en particulier, on associe des céréales et des légumineuses. Donc pois, blé par exemple. Ce qu'on va attendre des performances des variétés dans le cadre d'une association, c'est pas la même chose. Par exemple, la céréale, elle va bénéficier d'une interaction avec la légumineuse. La céréale va servir de tuteur, par exemple, à certaines légumineuses pour tenir. Donc on n'attend pas les mêmes caractéristiques. Mais ça, c'est pour ceux qui font des associations. Ceux qui continuent à faire du blé simple, ils vont attendre. Donc vous voyez bien cette diversité. Puis le troisième défi majeur, c'est le changement climatique qui fait que les conditions agro-pédoclimatiques changent tout le temps. Donc quand on produit une variété, il faut du temps. Et le risque, c'est que quand elle arrive sur le marché, elle ne soit plus adaptée. Voilà ces trois grands défis. Alors pour nous, dans la vie, on considère, c'est pas à nous de le faire, mais qu'on invite à réfléchir sur les règles du jeu donc actuelles, notamment sur la notion de ce qu'on appelle de DHS, donc distinction, homogénéité et stabilité. Donc aujourd'hui, là, il y a vraiment que les spécialistes qui vous comprennent. Non, alors pour être très clair, une variété pour entrer sur le marché aujourd'hui, il faut qu'elle soit différente de celle qui existe. Logique par rapport à un marché. Il faut qu'elle soit homogène et il faut qu'elle soit stable dans le temps. Or, on vient de dire... Stable dans le temps, concrètement. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ses performances ne changent pas au fil du temps. Or, quand le contexte change avec le changement climatique, avec les pratiques agricoles, il est probablement, et ça a été montré dans certains cas, il vaut mieux des variétés qui soient moins homogènes et qui justement s'adaptent automatiquement à des contextes changeants, notamment climatiques. Voilà, donc ça c'est la première. Une énorme palette, une énorme diversité de semences pour répondre aux besoins spécifiques dans telle ou telle région. Mais ça pose des problèmes industriels. Et là, la filière des semences aura à s'approprier ça. Nous, on indique cette orientation. Le deuxième aspect qui est important pour l'évaluation, donc la conséquence de ce que je viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, on définit, on autorise des variétés en lui demandant un certain nombre de performances. Donc il y a cette question de distinction, homogénéité, stabilité, mais aussi des performances agronomiques. Donc en gros, on définit a priori ce qu'on appelle une bonne variété. Quand on a des systèmes de culture qui sont plutôt homogènes, qu'on a eu pendant 50 ans, ils n'étaient pas homogènes, mais enfin quand même, il y avait une certaine homogénéité. Ça ne posait pas de problème. Au contraire, ça a permis ce progrès fantastique sur les rendements. Mais quand chaque agriculteur va avoir sa propre solution et qu'en plus elle va changer au cours du temps, à cause encore une fois de ce changement climatique, définir a priori ce qu'on appelle une bonne variété, c'est bizarre. Si dans ma situation j'attends, je n'ai pas de maladie, pourquoi n'inscrire que des variétés qui vont être tolérantes à cette maladie? En revanche, j'ai peut-être, si je suis en association, je vais attendre autre chose à la variété. Donc la notion de filtre a priori, c'est compliqué, hein, nous semble à réviser. Si je vous comprends bien, on va avoir des variétés, par exemple, d'un même végétal qui sera performante dans le lauragais, mais qui ne fonctionnera pas dans la Beauce ou dans la plaine de l'Ain. Alors ça existe déjà, il y a déjà des zones qui sont dans le système actuel, donc on n'est pas en train de dire on jette tout, mais c'est cette notion quand même de dire, d'index, où a priori on définit comment une variété doit être inscrite, ça nécessite d'être... On ouvre une boîte de Pandore, c'est pour ça qu'on parle, nous, de changement profond institutionnel dans l'organisation. Ça ne signifie pas la fin du catalogue des variétés. Mais c'est une refonte, c'est-à-dire qu'il faut toujours de l'information pour les agriculteurs, on y reviendra. C'est essentiel, justement, quand on connaît. Mais de dire a priori, cette variété, elle passe, et celle-ci, elle ne passe pas, ça, c'est quelque chose où on invite à ouvrir, dans la mesure où elle peut intéresser certaines situations très particulières. Voilà. Alors, avant que ça arrive dans les champs, ça passe dans les instituts techniques agricoles. Donc, c'est chez vous, ça, Anne-Claire Vial. Il y a un certain nombre de points qui sont importants. Il y a l'aspect génétique, tout d'abord. Alors,
il n'y a pas encore si longtemps, dès qu'on prononçait le simple mot génétique, on avait l'impression qu'ici on sortait les crucifix et les gousses d'ail. Aujourd'hui, c'est plus un gros mot, la génétique. Non, je crois que la génétique, vous savez, c'est une innovation silencieuse. Ne croyons pas qu'on est en train de l'inventer. Il faut rendre hommage d'abord aux nombreux chercheurs français de haut niveau que nous avons eus sur ces sujets-là, que nous avons encore, heureusement, et à cette filière. Et je veux donner un exemple très concret. Les variétés de blé dur que nous ensemençons aujourd'hui dans la Drôme, c'est pas celle que mon beau-père faisait il y a 40 ans. Et Dieu merci, parce que sinon on ferait plus de blé dur. Et je sais que dans les 3 années qui viennent, j'ai vu au Portugal des essais qui vont arriver commercialisés en France ces prochaines années. Voilà. Donc ça c'est important de le redire. Et lorsque nous avons mené avec le ministre de Normandie toute la réflexion du Varenne, les spécialistes que nous avons interrogés, que nous avons auditionnés, nous ont quand même dit que une grande partie des solutions de l'adaptation au changement climatique et à la transition agroécologique vont venir du domaine des semences. Voilà. Alors moi, ce que j'aime bien raconter, parce qu'on a toujours l'impression qu'on est face à un mur de problèmes et qu'il n'y a pas de solution. Voilà. Donc moi, et je vais rebondir sur les propos à la fois de Pierre Benoît et Antoine, c'est que aujourd'hui, par exemple, est lancé cette année un grand projet international piloté par Arvalis qui s'appelle Route Tourès, où on va justement étudier comment on caractérise les compétences des racines d'une variété pour aller mieux chercher l'azote dans le sol, mieux aller chercher l'eau, être plus résilient face aux maladies. Et un projet comme celui-là a justement vocation, dans les années à venir, de faire que les sélectionneurs orienteront peut-être la recherche en fonction des compétences des racines. Je vais aussi citer des publications internationales de ces 2 dernières années qui montrent qu'il y a des équipes de recherche qui travaillent sur comment on peut améliorer la photosynthèse. Les Chinois ont montré sur le riz que dans des sols extrêmement pauvres en azote et avec un riz qui n'était pas forcément recouvert d'eau toute l'année, on pouvait avoir une amélioration du rendement jusqu'à 40%. Et pour reboucler avec le microbiote, je veux aussi dire aujourd'hui, en France, mais ailleurs aussi dans le monde, on travaille comment on peut amener une compétence chez les céréales qui est de bénéficier de l'azote de l'air. Et nous avons déjà des gens qui travaillent et un certain nombre de succès qui montrent que demain, on va peut-être orienter la sélection variétale par la compétence justement qu'ont les racines à organiser un microbiote qui a lui-même qui amène des compétences supplémentaires à la variété en question. Donc si je vous comprends bien, la solution est dans le problème. La solution est dans le problème, on peut le dire comme ça, absolument. Et alors, pour les... tout à l'heure, vous me disiez, oui, il y a un exemple au Portugal, il y a un exemple en Chine. Je serais presque tenté de dire, et en France ? Oui, alors... Parce que c'est bien qu'on aime toujours regarder les autres, qu'est-ce qu'ils sont bons, mais est-ce qu'on est bon, nous aussi, de... Vous n'allez pas me dire le contraire, hein, président de l'ACTA. Je ne vais pas vous dire le contraire. Vous allez avoir des grèves dans les 17 établissements. Le fait qu'Arvalis ait été choisi pour piloter ce projet à l'international montre quand même qu'on a des compétences et on a à INRAE aujourd'hui un certain nombre de personnes, que ce soit un animal et un végétal, qui travaillent là-dessus. Voilà. Mais peut-être ce qu'il faut dire, c'est le rôle des agriculteurs, peut-être dans ce processus, et c'est ça que nous portons. Alors, je vais rassurer les chercheurs qui sont là. Le chercheur doit être libre et nous savons tous dans l'histoire de l'humanité qu'il y a des recherches qui sont arrivées par le hasard. C'est Steve Jobs qui disait pour trouver, il faut beaucoup se tromper. Voilà. Bon. Mais de la même manière à l'international, on sait aussi que dans un domaine extrêmement ciblé, si on veut arriver rapidement à une solution, il faut que l'utilisateur final soit au contact du chercheur. Et ça, je crois que les chercheurs ne peuvent pas le contester. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, ça a été dit, nous sommes dans des solutions territorialisées. Mais tout en chacun peut comprendre ça. Ce que je vais faire dans les Hauts-de-France, c'est pas ce que je vais faire dans le Gard. Enfin, ça paraît vraiment par rapport à des différences climatiques. Donc, les solutions sont territorialisées. Elles doivent être adaptées au système d'exploitation, c'est la complexité qui a été évoquée. Et aujourd'hui, voilà,
c'est nécessaire, il y a une nécessaire proximité entre les acteurs, ce qui veut dire que il faut faire évoluer la gouvernance. Alors là, je reviens sur le rendu du travail qui a été fait. Et donc, nous, ce qu'on dit dans ce document, c'est que les sélectionneurs doivent enrichir leurs ressources génétiques. Parce que voilà, il faut repartir du complexe, puisque les solutions vont être complexes. Il faut renforcer les collaborations interdisciplinaires, parce que voilà, on fait appel à plusieurs compétences dans l'agroécologie. Il faut que l'optimisation de la variété ne se fasse plus indépendamment des systèmes de production, et ça, effectivement, c'est aussi une évolution. Et puis, tout en respectant la liberté des chercheurs, il va falloir cadrer les processus du changement par des incitations ciblées sur les grands défis de l'agroécologie. Et pour le dire un peu différemment, et je reprends une casquette ITA, je peux déjà vous dire que dans la PLOA qui est en réflexion aujourd'hui, nous, Institut technique agricole, nous allons porter qu'il faut réévaluer comment il y a cette proximité entre l'utilisateur final et le chercheur. Non pas que ça a été rompu, et ça a toujours bien fonctionné, c'est 60 ans d'histoire de l'agriculture en France. Mais nous voulons réévaluer ce système pour qu'on soit peut-être plus, l'aval soit un peu plus prescripteur face aux réelles difficultés qu'il a au niveau de la recherche publique et privée. Gilles Robillard, président de Terrinovia, je voudrais qu'avec vous, on soit hyper concret et que vous me donniez des exemples de tout ce qui se fait justement en matière de biodiversité. Tout à l'heure, vous me parliez d'un colza plus robuste. Alors, expliquez-moi ça. Alors déjà, avant de revenir sur la notion de colza robuste, je voulais juste répondre enfin, non pas répondre, mais apporter un complément sur l'inscription des variétés. Savoir qu'aujourd'hui, on a déjà un formidable outil. Vous avez appelé la DHS, mais on a aussi la VATE. Puisque dans, oh là là, dans alors là, ça devient très compliqué, là. Les acronymes, on aime bien dans le milieu agricole, enfin dans tous les milieux, qui est la valeur agronomique et technologique et environnementale. Vous voyez que c'est mieux quand on le dit comme ça, tout le monde comprend d'un coup. C'est quand même plus joli. Absolument. Cette VATE, cette valeur agronomique, technologique et environnementale, permet de donner des bonus à l'inscription des variétés pour des variétés qui vont répondre à certains critères dont on attend. Alors, j'entends, ce n'est que le début. Il y a eu des critères choisis. Certainement que demain, les critères vont évoluer. Ces bonus à l'inscription seront peut-être basés sur d'autres critères, mais ça a déjà le mérite d'exister et je pense que c'est important de pouvoir le consolider. Alors, si on revient à notre sujet au quotidien, au colza et très concret, je vais vous refaire un peu l'historique. Le colza, il y a 18 mois, se trouvait face à une impasse technique au retrait d'une molécule qui permettait de gérer la présence d'insectes à l'automne pour éviter quelque part la destruction des colzas. Cette molécule a été retirée suite à un non-renouvellement au niveau européen. Et l'idée à l'Institut, ça a été de se dire finalement quels leviers agronomiques et environnementaux et agroécologiques on peut mettre en place justement pour réduire la pression des insectes, pour réduire les attaques d'insectes et permettre d'avoir un colza, comme le nom l'indique, robuste, qui soit en capacité d'absorber les insectes. Et au final, on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas qu'un levier. C'est pas soit tout chimique, soit tout agroécologique, soit tout génétique. Ça va être vraiment la combinaison des leviers. On le voit, un colza robuste, ça va être de le semer tôt, ça va être de le semer avec des plantes compagnes. Et je pense que là, quand on parlait tout à l'heure d'association de cultures, je pense que c'est important. Bien fertiliser, avoir un colza qui soit en bonne santé à l'automne pour pouvoir faire face aux insectes. Et c'est de se dire finalement, quand on met tous ces leviers-là en place, avec des variétés adaptées, et là j'y reviendrai après, et c'est de se dire finalement la vraie notion d'agroécologie, c'est de se dire on met tous ces leviers agronomiques et agroécologiques en place, et au final, on ne s'interdit pas pour sauver notre culture, parce que Anne-Claire le disait très justement, quelque part l'agriculteur a bien le devoir pour lui, pour sa famille, pour son exploitation, d'avoir une culture rentable. Et c'est de se dire, en dernier recours, on ne s'interdit pas la réponse chimique pour sauver sa culture. Et donc, concrètement ? Concrètement, alors, l'évolution des semences,
ben, quelque part, ça a été précisé, on a une évolution du climat. Le climat d'hier, des 10 dernières années, n'est pas le même qu'aujourd'hui, il ne sera pas le même que demain. C'est d'arriver à trouver des variétés qui soient, pour le colza par exemple, quand on sème un colza 3 semaines, voire 1 mois plus tôt, c'est d'avoir un colza qui soit en capacité au départ de vraiment bien s'installer, d'être vraiment solide, donc d'avoir une vigueur au départ qui soit vraiment importante. Mais c'est de se dire aussi en fin d'automne, finalement, que cette vigueur rebaisse un peu parce que les phases hivernales peuvent causer des dégâts. Et voilà, c'est vraiment trouver cette adaptation dans les variétés. Et c'est aussi de trouver finalement l'adaptation des variétés, ou plutôt des plantes compagnes, des plantes qui vont soit servir de piège pour les insectes, soit pouvoir les repousser. C'est trouver ce mélange associatif qui permette d'en tirer le meilleur. Alors on l'a vu tout à l'heure avec Pierre-Benoît Joly et Antoine Messiaen sur les grands enjeux, sur les grands objectifs. Vous, votre réalité, c'est une réalité du quotidien, une réalité de terrain, parce que vous êtes en prise directe avec les agriculteurs, les producteurs d'oléoprotéagineux. Le pas de temps de la recherche, c'est pas le pas de temps de la demande professionnelle et a fortiori de la demande sociétale. Alors comment on fait le grand écart pour répondre, avoir des objectifs et puis répondre aussi aux demandes immédiates des professionnels qui quelque part vous financent? Alors c'est toujours là, c'est même plus un grand écart, à force les adducteurs en prennent un coup. C'est de se dire oui, c'est bien de rappeler, c'est aussi d'avoir, c'est une trajectoire, je pense que c'est rappelé depuis le début de ce salon et c'est important, qu'on est sur une trajectoire, je pense, commune de réduction justement des intrants, de prendre plus en compte l'aspect système d'exploitation, on le disait, en réintégrant des légumineuses, par exemple, qui nous permettront de diversifier nos assolements, en travaillant un peu plus sur la recherche, mais sur le climat. Mais cette phase de transition mettra du temps, et je pense qu'il faut aussi assumer collectivement qu'une transition, ça prend du temps, et que les agriculteurs, ils sont malgré tout résolument engagés et porteurs de cette transition, mais qu'il nous faut du temps. Pierre-Benoît Joly, là c'était le premier avis. Je suppose qu'il y en aura d'autres. Est-ce que vous vous êtes fixé un rythme de réunion, de programmation de ces avis? Comment ça va se passer dans le futur? Alors, on a 2 avis qui sont en pré-préparation. Donc, il y en a un sur la conservation des ressources génétiques comme bien commun, ça découle en partie de ce qu'on vient de dire. La diversité biologique, c'est la diversité génétique. Et aujourd'hui, il y a un enjeu fondamental dans la conservation, dans l'usage durable des ressources génétiques. Donc ça, c'est un premier avis sur lequel on va travailler. Et comment on fait? En fait, on a des réflexions en comité, et le comité s'auto-saisit sur des avis et en discute avec le conseil d'administration. Donc ça, c'est la façon dont on travaille aujourd'hui. Demain, on souhaite que le conseil d'administration nous saisisse. Demain, on souhaite aussi procéder beaucoup plus à des auditions de porteurs d'opinion, de représentants de la société civile, de façon à voir comment on peut construire des avis avec eux. Donc, premier avis sur la conservation des ressources génétiques comme bien commun. Le second, c'est sur les questions de propriété intellectuelle. Aujourd'hui, on a de gros enjeux autour de cela. Alors, c'est pas nouveau, le passage en fait du COV, du certificat d'obtention végétale, qui est le droit de propriété intellectuelle qui qui garantit la propriété de la variété végétale qui a été créée par la Convention de Paris en 61, est vraiment le socle. Mais on a de plus en plus en fait le rôle des brevets industriels, et notamment des questions qui se posent avec ce qu'on appelle les nouvelles technologies d'édition des génomes, où on a des portefeuilles de brevets qui risquent de verrouiller l'accès à ces techniques. Donc on va travailler là-dessus pour voir comment effectivement on peut conseiller la filière, conseiller les autorités publiques sur la façon de résoudre le problème, de façon à ce que ces technologies qui peuvent apporter beaucoup, en fait, ne soient pas, disons, maîtrisées, contrôlées par une petite poignée de multinationales, on va le dire. Et ça, c'est vraiment un enjeu qui est fondamental, parce que l'agroécologie, c'est avoir à la disposition des ressources génétiques, des connaissances. C'est une intensité en connaissances, on l'a dit. Donc, ces techniques, en fait, il faut pouvoir y accéder, sachant qu'il n'y a pas de solution
Enfin, je voudrais ajouter dans le prolongement de ce qui a été dit, en fait, l'agroécologie nécessite de penser les systèmes. C'est vraiment très important. C'est des changements au niveau des systèmes de production. Mais évidemment, quand on a des solutions qui permettent d'avoir une résistance à telle maladie, à tel insecte, il faut pouvoir l'utiliser dans le cadre de cette pensée systémique. Et c'est là que les techniques d'édition des génomes peuvent jouer un rôle. Alors moi, je voudrais qu'on revienne, Anne-Claire Vial, dans les laboratoires, parce qu'on voit les enjeux en termes d'agroécologie. Je voudrais aussi qu'on parle des enjeux en termes de recherche. Et j'allais dire, la recherche, il faut des femmes, des hommes, des compétences. Alors, aujourd'hui, comment on attire ces compétences, sachant qu'il y a quelques années, alors je vais parler, excusez-moi, d'un sujet qui fâche, mais à une certaine époque, quand on était sur les OGM, entre guillemets, on a vu une fuite des cerveaux monstrueuse des chercheurs qui disaient, bah, écoutez, c'est plus possible de travailler en France. On partait travailler, je pense notamment à des chercheurs qui travaillaient initialement chez Limagrin, qui sont partis travailler aux États-Unis, parce que là-bas, on les accueillait quand même avec un peu plus de bienséance et de bonne volonté. Alors, comment on attire les compétences, comment on attire les jeunes aujourd'hui ? Je crois d'abord qu'il faut faire un constat. Vous êtes dans les médias, vous le savez bien. On a une compétence nationale à se faire peur. Et à se tirer les balles dans le pied aussi. Voilà, donc ça c'est ça c'est dit, c'est une réalité. J'ai entendu un jour un chercheur qui disait depuis l'âge des cavernes, notre cerveau est plus sensible aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes. C'est ce qui a permis à la race de survivre à beaucoup de choses. Mais ce qui était bien dans l'époque de l'âge des cavernes, c'est qu'ils n'avaient pas les chaînes d'infos. Voilà. Donc, si vous voulez, je crois que le sujet de la transition, le sujet de l'agroécologie, de tout ce qu'on vient de dire, il faut communiquer là-dessus. Il faut donner à voir à nos jeunes les secteurs d'innovation qui s'ouvrent. On a parlé du microbiote, on a parlé demain des céréales qui sont capables d'absorber de l'azote, pourquoi pas. Il y a tout le sujet du sol où on commence juste à découvrir les choses. Donc je crois qu'il faut changer nos éléments de langage, nous agriculteurs, responsables professionnels, mais le monde de la recherche aussi, parce que pour moi, être jeune aujourd'hui, c'est extraordinaire de s'engager dans la recherche scientifique et sur ces nouveaux sujets qui demandent à repenser un peu l'histoire de l'interaction, de la production avec la nature, les aménités positives de la nature. Voilà, il n'y a pas que les impacts. On écrit le futur dans vos établissements en ce moment. Voilà, et donc là, je peux vous dire aussi que dans le cadre de la PLOA, nous porterons en lien avec le monde de la recherche. Bien sûr, les écoles d'ingénieurs, on a la chance d'avoir un réseau de formation en France qui est extrêmement important. Mais je crois qu'il faut vraiment changer les éléments de langage et donner à voir ces nouveaux futurs, plutôt que de rester braqué sur des sujets que vous avez évoqués. Et il y a une potentialité, et de toute manière, on ne réussira pas sans la sélection. Je ne crois pas que quelqu'un puisse dire que ce sera le cas sur l'amélioration de nos variétés. Et ça passe par tout ce qui a été dit, et encore à l'instant par Pierre Benoît. Donc donnez-le à voir. Nous aussi, il faut qu'on le fasse pour susciter des vocations. Une dernière question en conclusion, Anne-Claire Vial. On parlait de se tirer une balle dans le pied, on parlait de se faire peur. Il y a une phrase qu'on entend tout le temps en France, et assez peu d'ailleurs dans d'autres pays, c'est « Oh, c'était mieux avant ». Oui, alors, ça c'est... Non, c'était pas mieux avant, ce sera mieux après. Ça sera mieux après, et il faut aussi lutter contre une autre chose qui émerge, qui est ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Ayons confiance dans l'humain. Je crois que c'est quand même l'humain qui est au cœur du système et qui peut orienter les choix. Je reste là-dessus. Eh bien, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Et moi, je vous retrouve très bientôt sur le plateau de Village Semence. À bientôt.